Au Sénégal, 23% de la population habite à Dakar, où se concentrent également 75% des emplois du secteur formel sur seulement 0,3% du territoire national. 72% du parc automobile du pays se trouve dans la capitale. En 2019, selon la Banque mondiale, c'est 48% de la population sénégalaise qui vit dans les zones urbaines et les prévisions nous projettent à 60% en 2030. Au Sénégal, comme partout sur le continent africain, les villes secondaires vont concentrer une partie importante de la croissance urbaine. De ce fait, les villes sont alors des zones de grande importance pour développer, voire inventer des solutions et apporter des réponses d'un développement durable pour tout citoyen. Ainsi, existe-t-il des plateformes d'échange et des initiatives visant à promouvoir le développement urbain durable. C'est dans ce cadre que le programme Écologie de la Fondation Heinrich Böll s'est fixé comme objectif d'inciter les acteurs et actrices du développement urbain durable à mettre en place un cadre d'échange sur l'intégration des dimensions écologiques, la participation citoyenne et l'inclusion des couches sociales dans la conception et la mise en œuvre du développement urbain. L'urbanisation durable est d'une importance capitale et mérite d'être suivie. Ceci, non pas seulement du point de vue sociopolitique, avec une population urbaine croissante, mais aussi et surtout du point de vue environnemental, avec les défis liés au changement climatique qui menacent la capitale, Dakar. Ce sont autant de raisons qui font que ce programme Écologie de la Fondation Heinrich Böll met l'accent sur le développement urbain durable. Après une étude cartographique des acteurs du développement urbain durable dans la région de Dakar et la ville de Ziguinchor, nous avons interrogé quelques acteurs de la société civile, autorités étatiques et universitaires. Dans ce programme, l'objectif de la Fondation Heinrich Böll est de mettre en place un réseau d'acteurs et d'actrices partageant la même vision du développement urbain durable et sensible au genre. Ce réseau sera un cadre de réflexion sur le modèle de développement urbain durable sensible au genre où la participation citoyenne des hommes et des femmes, la justice sociale au sein de la ville sont intégrées. Alors, les problèmes auxquels font face Dakar, c'est que déjà, la ville de Dakar est une ville qui est, je ne dirais pas surpeuplée, mais en tout cas en plein développement et avec une population qui ne cesse de croître. Et donc du coup, ça implique de devoir trouver de nouvelles politiques de logement. Et également, ça pose problème par rapport aux infrastructures routières et autres qui ne sont pas forcément adaptées à la population de la ville. D'où, je pense, la volonté de l'État de créer une nouvelle ville hors de Dakar. Bon, je pense que le premier défi, ce serait éventuellement la question du réchauffement climatique, qui aujourd'hui nous pose de sérieux problèmes. Ce n'est pas uniquement au niveau local, mais c'est au niveau mondial. Ensuite, vous avez le problème de l'érosion côtière, qui aujourd'hui est une question qui est importante. Et on peut citer également la gestion des ordures ménagères. Ça, c'est une des préoccupations des populations. Et de même que le niveau de pollution de l'air qui préoccupe beaucoup les populations. Les défis auxquels Dakar est confronté sont assez très importants. C'est les défis d'abord de gouvernance. Et gouvernance, c'est un terme fourre-tout où on peut tout mettre. Les questions de résilience, les questions de logement, et les questions d'assainissement et les questions de déchets. Parce que les problèmes qu'on a dans la gestion des déchets est lié à une faible gouvernance dans ce secteur. C'est le cas également dans le secteur de l'assainissement, c'est le cas également dans d'autres secteurs qu'on connaît. Mais ce qu'il faut savoir, c'est d'abord dans le secteur de la gouvernance, les défis prioritaires, c'est la faible articulation des politiques de transport, des politiques de logement, des politiques d'assainissement, des politiques de déchets. Il y a une faible articulation, il y a une faible concertation entre les acteurs qui interviennent dans ce secteur. L'autre défi, toujours dans le secteur de la gouvernance, c'est lié aux choix d'aménagement qui ne sont pas souvent discutés.
les populations ne sont pas impliquées dans l'élaboration des documents de planification. S'il existe également, il est convenu qu'à Dakar qu'il y a un étalement urbain qui est en train de se développer sur le périurbain. Ça également, c'est un autre facteur qui peut poser problème en termes de gouvernance, en termes de gestion des réseaux, d'infrastructures, en termes également de déplacement et surtout en termes de développement économique. L'économie de survie, avec des installations un peu partout, qu'on ne contrôle pas et qui entraînent bien entendu énormément de problèmes par rapport à la gestion de l'espace et par rapport à l'environnement urbain. Regardez un peu la forte cohabitation entre certains marchés et certains quartiers résidentiels. Ça pose un problème sérieux, je crois, de qualité de la vie. Parce que ça implique souvent ou bien engendre différentes formes de nuisances sonores et ça pose bien entendu des problèmes. Donc la croissance galopante de l'économie informelle avec son corollaire, le développement d'une économie de survie sur laquelle on n'a pas un contrôle et qui a bien entendu un impact sur l'occupation de l'espace est un grand défi. Mais déjà, en tant que vice-présidente de l'association Zéro Déchet, Zéro Déchet Sénégal, le premier des défis, bien sûr, c'est la gestion des déchets. Je pense que le Sénégal a énormément de mal, surtout la ville de Dakar, ou en tout cas les grandes villes du Sénégal ont du mal à gérer leurs déchets. En ce moment, ça va un petit peu mieux, mais peut-être qu'il faudrait axer davantage la sensibilisation sur le fait qu'il faut produire le moins de déchets possible, ce qui fera qu'on aura moins de déchets en aval à gérer, ce qui nous permettra aussi peut-être de diminuer la taille de la décharge, la fameuse décharge de Mbebeuss. Donc le premier défi pour nous, Association Zéro Déchet Sénégal, c'est justement cette question des déchets. Le premier défi que moi je vois, c'est celui de l'aménagement urbain, c'est-à-dire une utilisation correcte et appropriée de l'espace. Le deuxième défi qu'on peut ajouter, c'est celui justement de la mise en place de structures fonctionnelles qui rendent des services urbains adaptés aux populations. Un autre défi, c'est celui maintenant de la gouvernance urbaine, de manière générale, qui, à mon sens, est le pilier fondamental. Parce que quand on parle d'aménagement, quand on parle d'utilisation de structures fonctionnelles, en amont, il faut avoir un cadre de gouvernance qui soit le plus adapté possible. Donc ça, pour moi, c'est trois défis pour que Dakar puisse être classée comme une ville durable. Dakar est une ville dont le processus d'urbanisation a échappé aux multiples tentatives de planification, car elle a entamé sa phase de croissance démographique dans un contexte de crise. D'abord, la longue période de sécheresse des années 70-80, ensuite les restrictions imposées par le FMI et la Banque mondiale dans les politiques publiques, plus connues sous le nom d'ajustement structurel, autant d'éléments qui font que Dakar fait face à de nombreux défis. D'abord, au plan spatial, nous devons procéder à des opérations d'urbanisme, restructurer les quartiers informels et les villages traditionnels pêcheurs, rénover les quartiers centraux à forte densité démographique, réhabiliter la zone patrimoniale du plateau. C'est ainsi que dans cette rubrique, nous avons travaillé avec les Marocains, la Fédération des agences urbaines marocaines pour le centre de Dakar. Au plan économique et social, pour une population constituée majoritairement de jeunes et au vu de la répartition par genre, Dakar est une ville où la demande sociale et les situations de précarité dépassent les possibilités des autorités territoriales.
ce qui a précipité l'expansion des activités informelles sur toute l'étendue de la ville, surtout que Dakar, principal moteur de l'économie du Sénégal, présente des opportunités de survie. Il va falloir donc repenser le modèle économique. Au plan environnemental, l'urbanisation rapide fut l'occasion pour les populations d'occuper les espaces jadis déclarés non aedificantes et présentant aujourd'hui une forte vulnérabilité aux inondations. C'est le cas à Grand Yoff. À cause des activités industrielles, de la vétusté du parc automobile, des émissions domestiques, environ plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre au Sénégal proviennent de Dakar. L'autre défi est relatif aux déchets. Les quantités collectées s'élèvent au total à 363 000 tonnes 0,47 par an à la ville de Dakar, ce qui justifie le programme Dakar Ville Propre que nous avons lancé depuis plusieurs mois. Dès mon installation, j'avais dit que je ne voulais plus entendre citer Dakar parmi les villes les plus sales au monde. C'est ainsi qu'au niveau de la ville, nous avons mis en place un comité technique qui se réunit tous les mercredis avec les différents représentants des communes pour élaborer des programmes pour rendre la ville propre, verte et sans plastique. J'imagine que quand vous parlez de la ville, vous parlez de l'agglomération urbaine de Dakar. Pas la ville au sens administratif. L'agglomération urbaine, elle comprend Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque. C'est une ville, presque région. C'est la zone de la capitale qui accueille l'essentiel des ressources économiques, humaines, institutionnelles, administratives du pays, qui fait face. Vous savez, quand on parle de durabilité au niveau urbain, tout le monde connaît le concept de développement durable, avec la trilogie, le social, l'économique et l'écologie. Mais quand on est dans un contexte urbain, moi j'y ajoute le contexte de la gouvernance territoriale. Elle est essentielle pour promouvoir la durabilité. Bien sûr, le maître mot de la durabilité, c'est la perspective écologique. Aujourd'hui, dans une ville comme Dakar, vous avez regardez la problématique, certaines des problématiques qui sont agitées. Par exemple, la problématique des inondations. Au-delà de toutes les autres questions sur l'aménagement, il y a le traitement qu'on a accordé au milieu humide n'a pas été salutaire, a été un facteur amplifiant. Donc, le fait que dans l'histoire, à Dakar, il y avait tellement de marigots, de mares, de lacs, et surtout qui ont tous été comblés. On y accompagne une déforestation. Souvent, on essaie d'opposer les ressources naturelles, l'écologie, à la ville. C'est faux. Bon, en matière de développement urbain durable, la ville de Dakar fait face à beaucoup de défis. D'abord, il y a le défi lié à toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Et on sait qu'aujourd'hui, Dakar est la ville qui a le plus qui dégage le plus de gaz à effet de serre, parce que Dakar, c'est une ville où il y a beaucoup de voitures. Donc, il y a des défis liés à l'atténuation sur le transport. Il y a aussi des défis qui sont liés au reverdissement. Dakar n'a que 2 poumons verts, le parc de Han et le Technopole. Il y a aussi le défi lié à l'urbanisation, c'est-à-dire nous habitons de manière concentrée, c'est très mal fait. Et bon, je pense que c'est les défis majeurs. Il y a aussi les problèmes liés au littoral, au blocage du littoral et tout ça. Mais il y a aussi le défi énergétique. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'édifices publics, mais le renouvelable n'est pas assez développé. Donc tout ça, c'est des défis auxquels font face la ville de Dakar. Le reverdissement, on ne peut pas parler aussi de défis sans parler du reverdissement. Dakar est devenue une ville béton. Donc tout ça, c'est des défis, les défis majeurs, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est les défis majeurs. La question du développement urbain, comme on dirait à Ziguinchor, est un problème réel et fondamental. Parce que quand vous regardez, Ziguinchor fait partie de la Casamance. Donc ça veut dire que quand vous parlez de développement urbain durable, c'est une partie sur laquelle on doit beaucoup plus passer le temps à regarder les pour et les contre, c'est-à-dire que faire l'état des lieux pour pouvoir se projeter sur l'avenir. D'autant plus que l'avenir, c'est la gestion durable de l'environnement. Et comme j'ai dit, une partie sud, qui est la Casamance, dont Ziguinchor est la capitale,
doit pouvoir prévenir l'avenir. La difficulté que je affaire insalubrité parce que la ville bu setulé amul ben ville il faut que mu set mu am ñoo xam dañ koy jappalé mu set bu fa joggé may wax affaire environnement du caagen leneen luy ji wala mais environnement mais li ñu entouré la bu dëkk bi setee mais ci gox yi setul amul benn importance donc environnement bi dafa war a sell environnement bi sell bu ñu ko amee Ziguinchor dina dem kanam moo tax ma ne environnement lu am solo la mais tamit kii nu dati liggéey dëkk bi caniveau yi parce que bu tawee bu nawet jotee day am ay ndox yu taa léeg-léeg pour dem sa difficulté la pour dem ci yeneen quartier de quartier donc loolu yëpp dañ ko war a defar def ay caniveau yu baax yoo xam ne tey bu tawee tamit loolu ndox bi yëpp day dem déversé wu si géej bi waaw. Il s'agit du défi démographique et vulnérabilité, le défi d'urbanisation, d'aménagement du territoire, intégré aux défis environnementaux et culturels, et enfin, les défis socio-économiques. C'est compliqué. Une définition, c'est dur à donner, en ce sens que vous avez tous les secteurs qui sont plus ou moins liés. Quand je parle aujourd'hui de transport qui aujourd'hui contribue à raison de 25% au réchauffement climatique, le transport est lié à la mobilité. La mobilité a un impact sur l'économie, etc. Je pense que tout est plus ou moins embrigué, qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on ait une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble, justement, ça touchera tous les secteurs. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui, il faut réconcilier l'économie et l'environnement. Pour moi, une ville durable, c'est une ville déjà où on ne dépend pas de l'étranger pour les matériaux de construction, donc où on utilise une expertise et des matériaux locaux. C'est une ville où on tient compte des mobilités douces, donc piétons, vélos, tout ce qui permet de réduire la concentration de véhicules. C'est une ville où les transports en commun fonctionnent. C'est une ville où il y a où les espaces verts ont une part importante. Pour moi, c'est ça qui fait qu'une ville est durable. D'abord, pour moi, une ville durable, c'est une ville où il y a la concertation. C'est une ville qui est concertée. Les populations sont impliquées et sont associées à l'effort de planification urbaine qui se fait au niveau de la ville. C'est également une ville inclusive qui implique les femmes, qui implique les jeunes et qui implique les différentes catégories sociales. Aujourd'hui, on se rend compte que nos villes sont aménagées par les hommes et pour des hommes. Je pense que si les hommes allaient au marché, on aurait beaucoup plus des marchés bien aménagés, bien sécurisés. Donc il faudrait que dans les efforts de planification, que l'aspect genre, l'aspect inclusion sociale soit beaucoup plus pris en compte pour qu'on ait une ville durable et une ville verte. Pour ajouter également, une ville durable doit être une ville où la question de la mixité fonctionnelle est posée. La question de la mixité fonctionnelle est prise en compte. La mixité fonctionnelle, c'est la mixité des différentes fonctions. Qu'on n'ait pas seulement une zone où toutes les fonctions sont réunies et que toute la population se rue vers cette ville, vers cette zone-là. C'est une ville également qui utilise les énergies renouvelables et également qui intègre l'efficacité énergétique dans son développement. C'est une ville également qui doit être capable de faire face à des chocs, que ce soit des chocs prévisibles ou des chocs imprévisibles. Il faudrait que les villes puissent être attractives. Une ville qui n'est pas attractive, qui ne peut pas retenir ses populations, on ne peut pas la considérer comme une ville durable. Mais la durabilité, c'est avant tout la disponibilité de foncier aménagé, facilement accessible. C'est également la disponibilité d'activités économiques pour les populations qui y vivent. Mais pour moi, la ville durable, d'abord, je vois que ça correspond à l'objectif de développement durable numéro 11, où
en 2030, on espère qu'un maximum de personnes vont aller justement vers ces villes durables. Pour moi, une ville durable est d'abord une ville verte. Donc une ville verte dans le sens où il y a énormément de végétation, il y a beaucoup de plantes, y compris sur les toits des maisons, pourquoi pas, plutôt que d'avoir des terrasses où on n'y met rien. Il y a des gens qui arrivent à mettre des plantes sur leur terrasse, ce qui permet de rafraîchir l'immeuble et de donner un sentiment plus paisible à cette ville-là. Donc pour nous, c'est une ville verte avec beaucoup de jardins, des jardins contenant des plantes aussi bien ornementales que des plantes médicinales ou des plantes dont les fruits peuvent être consommés et qui pourraient bénéficier à la population alentour. C'est aussi ces jardins-là, il faut qu'ils soient bien entendus, il faut qu'ils puissent être accessibles à tout le monde et qu'ils soient sécurisés, que les gens puissent y accéder sans crainte de se faire agresser ou des choses comme ça. Donc c'est aussi un élément de la ville durable. Autre élément de la ville durable, c'est bien sûr qu'on arrête les constructions qu'on fait, le béton qu'on fait, le béton plus vitre en plus. Donc qui dit vitre dit chaleur excessive, dit climatisation excessive, dit augmentation des gaz à effet de serre. Donc c'est toute une chaîne qu'il faut qu'on rompe. Et pour rompre cette chaîne-là, il faut qu'on ait des constructions durables, des constructions en géobéton. C'est possible dans une ville, des constructions en terre. Une ville durable pour nous, c'est une ville où l'organisation de l'espace est assurée en fonction des besoins des populations. C'est une ville aussi où les infrastructures en termes de services à donner aux populations sont dimensionnées en fonction des besoins que ces populations expriment. Mais c'est une ville aussi qui est gérée, donc administrée par des acteurs publics qui ont en tout cas conscience que la ville doit répondre à des services et à des préoccupations pour les populations en rapport avec les besoins exprimés. Ça, c'est pour moi une ville durable. Maintenant, on peut y ajouter d'autres éléments ou une ville moins polluée, une ville où les déchets sont correctement gérés, parce qu'il y a un système organisé à cet effet, et une ville où, en tout cas, tous les services urbains sont assurés parce que les populations sont informées, sensibilisées et engagées vers le développement durable. Ça, c'est pour moi, en tout cas, si on devait le formuler sous forme de photographie, c'est ce que j'allais mieux mettre sur l'image. Bon, c'est la vision stratégique de la ville. Dakar, levier de performance socio-économique et culturelle. Ville orientée vers la bonne gouvernance et le développement durable pour l'épanouissement de ses populations. Ma définition d'une ville urbaine durable, donc c'est une ville qui est écologiquement vivable pour moi. Donc c'est une ville qui respecte les normes écologiques et qui tend à être sobre en carbone et tout ça. Maintenant, ma vision, c'est une vision globale où chacun essaie de faire ce qu'il doit faire pour faire de cette vision-là une réalité. C'est de concevoir et de bâtir le développement urbain durable à partir de la spécificité des quartiers, selon une approche participative prépondérante des habitants. Quand je dis bien habitants, c'est hommes et femmes, et tout en mettant l'accent sur le genre. Représentation du territoire et mandat des élus. L'urbanisation durable constitue un enjeu de taille pour les villes sénégalaises, notamment Dakar et Ziguinchor, qui restent confrontés à des défis tels que l'assainissement, la mobilité urbaine, l'approvisionnement en énergie propre, la préservation des espaces publics. De véritables enjeux qui motivent la fondation Heinrich Böll à être un acteur central de la matérialisation d'une conscience collective croissante autour de la nécessité de développer des villes vertes
et ville durable. Ce qui participe à éclairer le débat devenu large sur le développement d'initiatives réelles et efficaces comme alternative aux enjeux de développement durable cruciaux de l'heure. man su ma waxoon tey pouvoir ñu ne ma def Ziguinchor ville durable li may tàmbalee mooy salubrité bi ma fa jógee ma ñëw kii yoon yi ak caniveau yi ak yooyu pour kii mais ma fa jógee itam ma ñëw ci nit ñi nga xam ne ñu ngi daan seen doole ma jàppale leen ñu mun a dem pour kii bi ñëw développement bi ñëw mais transport bi tam dinaa xam nu ma koy def mooy tata yi ñuy wax ni mu décentraliser ko au niveau le plus bas pour ñi nga xam ne dañuy am ay marchandises au niveau de ci suuf ñu mun koo indi fii ci ville bi mais sans cela du mun a dox li ma jàppale ñoo ko war a def mooy état baa nga fa partenaire yaa nga fa partenaire de développement yaa nga fa état baa nga fa parce que bu ma jëlee sama cas man sama fédération régionale de développement de promotion maa ngi ak un centre bu rëy fii de Néma Kajoor mais centre boobu ñu ngi am une unité de transformation de cire d'abeille de traitement de cire d'abeille mais ba tey mënuñoo def parce que Japon mooy ambassade Japon moo ñu ko financé mënuñoo def dara parce que parce que amuñu fonds de roulement boo bëggee jigéen ñi liggéey nga digg xale góor yi liggéey nga bëgg a commerçant yi liggéey mais ku amul fonds de roulement doo mën a def il faut ñooñu am fonds de roulement boo xam ne constant boo xam ne mën nañ koo jël ñu liggéeyee mais en tant que man par exemple sama unité de transformation de cire chaîne de kii la filière la depuis ki producteur bi nga ñëw kii ñi koy transformer nga ñëw ñi koy jaay cire d'abeille bi nga ñëw jël ko traité ko def ko cire d'abeille nga jaay ko xam nga filière la mais boo amul moyen nooy defee. L'élaboration et la mise en œuvre de ce qu'on appelle le plan d'action départemental d'urgence et d'alerte qui intègre les activités phares telles que la sensibilisation, mobilisation à travers la communication pour un changement de comportement, à travers les médias locaux, la radio précisément en langue locale. La transcription des différents codes des collectivités territoriales, le code de l'urbanisme, code de l'environnement et autres codes nécessaires dans nos langues locales. Je pense que la meilleure solution, c'est qu'il y a les 17 objectifs du développement durable. On n'a qu'à essayer d'atteindre ces 17 objectifs de développement durable. C'est beaucoup plus simple. Alors, la priorité déjà, ce serait de régler les problèmes fonciers, de développer, donc de régler les problèmes fonciers, de développer des infrastructures dans les secteurs où il n'y en a pas, de régler également les problèmes de transport, de régler également les problèmes de flux en termes de véhicules. Donc tout ce qui est infrastructure routière, ça c'est des choses à régler. De faciliter aussi l'accès aux équipements importants qui sont l'école pour l'éducation, la santé, les hôpitaux. Donc c'est des choses qui doivent se développer pour permettre de faire de Dakar une ville durable. Je crois qu'il faudrait que parallèlement aux pôles urbains, qu'il y ait des pôles ruraux. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il n'y a aucune honte à ça. Des pôles ruraux qui montrent qu'on ne fait pas un développement à 2 vitesses au Sénégal. Et tant que les gens ont l'impression qu'il y a d'une part Dakar qui offre enfin toutes les opportunités et le reste du pays, bon, en fait, il y a une forme de migration tout à fait légale, pour des raisons économiques. Et tant que je crois qu'enfin notre modèle de développement est basé sur ça, ça va poser un certain nombre de problèmes et ça ne va pas en tout cas aider à résoudre le problème de Dakar. Et troisième priorité, par rapport à l'existant, essayez de voir là où il y a des initiatives, surtout des initiatives citoyennes, de développement durable, les soutenir et les vulgariser. Et ce n'est pas ce qui manque. Il faut remettre les habitants
au cœur de la ville et leur faire jouer un rôle. Et qu'il y ait aussi un principe de redevabilité. Les conflits récents sur le littoral et tout ce qui s'ensuit, etc., prouvent que la gestion de la ville est très loin d'être en tout cas une gestion partagée. La priorité pour faire une ville, Dakar, une ville durable, c'est d'abord de travailler sur les questions de pollution de l'air. Parce que Dakar est très confronté à une pollution qui est liée à l'absence, au faible maillage routier, qui est lié également à la forte concentration des activités économiques au niveau de Dakar, mais qui est lié également à l'absence de végétalisation. Aujourd'hui, Dakar souffre d'une forte pollution qui impacte sur la santé des gens, qui impacte également sur les finances de l'État, parce que de l'argent qui pouvait être consacré à l'éducation, à la santé ou à la réalisation d'infrastructures routières est aujourd'hui concentré à la gestion sanitaire, à la santé. Donc Dakar devrait agir sur ce point et développer ce qu'on appelle un peu partout dans le monde le transport vert. Le transport vert, c'est un transport qui est multimodal. C'est un mode de transport qui fait intervenir les bus, comme on le voit aujourd'hui à Dakar, le TER qui vient, le BRT qui va venir et les transports collectifs. Donc une ville durable doit être une ville où le transport collectif est développé, mais le transport également doux, le mode doux de transport. Comme je vous ai dit, nous sommes dans l'association Zéro Déchet Sénégal, donc forcément pour nous, la priorité, c'est que Dakar aille vers un zéro déchet. Donc pour aller vers un zéro déchet, il faut que déjà au niveau le plus haut, qu'on ait conscience que c'est bien de faire du set-settle, mais il faut sensibiliser, il faut informer les populations que avant d'arriver au set-settle, il y a une étape à franchir qui est celle de produire le moins de déchets possible, aller vers le zéro déchet. Donc ça, c'est vraiment pour nous, c'est un défi majeur. C'est que de manière à que chaque individu, dans chaque famille, du plus petit au plus grand, qu'on puisse savoir ce qu'est le zéro déchet et quelle est l'importance d'aller vers cette dynamique zéro déchet pour le développement durable de la ville et du monde, puisque ça impacte au Sénégal, mais ça impacte aussi partout dans le monde. Donc ça, pour nous, c'est vraiment la première des priorités. La deuxième des priorités pour nous, c'est de faire de Dakar forcément une ville verte. Ville verte, ça s'inscrit forcément dans le développement durable. Et c'est pas compliqué d'aller vers une ville verte. Qu'on arrête de détruire les arbres pour construire des bâtiments. Et les nouveaux bâtiments qui vont être construits à partir de maintenant, qu'on essaye de les construire dans cet objectif-là de développement durable. Il y a aussi, moi, ce quatrième pilier que j'ajoute beaucoup, c'est la question de la gouvernance territoriale. Vous savez, il faut qu'on s'accorde quelque part. Il ne faut pas qu'on soit hésitant sur la question de la décentralisation. Hésitant, ça veut dire que je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Nous devons capaciter les collectivités territoriales. Nous devons renforcer les ressources techniques, humaines et financières. Nous devons promouvoir des actes de bonne gouvernance à l'intérieur de nos villes. Nous devons impliquer les populations dans la prise de décision locale. Nous devons assurer une gestion foncière transparente, c'est essentiel. Vous savez, le foncier, le sol, le foncier, c'est la partie juridique du sol, mais le sol en soi lui-même. Si on arrive, tout développement urbain signifie une bonne maîtrise du sol. Et ça passe aussi qu'avoir des systèmes de planification beaucoup plus participatifs. Aujourd'hui, quand même, dire que on a un plan d'urbanisme, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que les acteurs, que ce soit les citoyens, les associations, les acteurs privés, les ONG, sont au courant des prescriptions de ce plan? C'est ça qui est important. Bon, je pense que l'une des priorités, en tout cas, que nous, Eve, en tant qu'organisation qu'on s'est fixée pour les 5 prochaines années, je veux dire 2020 à 2024,
par rapport à la gestion des espaces publics, nous, on a vraiment défini un axe de travail, faire en sorte que les espaces publics soient utilisés de façon rationnelle et en conformité avec la réglementation en place. Ça, c'est pour nous une priorité. Si on règle cette question-là, on aura réalisé en tout cas une frange importante vers la ville durable. Donc la question de la gestion des espaces publics. Quand je parle d'espaces publics, ça peut être des espaces publics vacants, comme ça peut être des espaces publics déjà occupés, mais qui ne sont pas aujourd'hui utilisés de façon durable. Quand je dis de façon durable, par exemple, la route n'est pas utilisée aujourd'hui de façon durable. On voit tout ce qui est utilisation anarchique de la route. On utilise aussi les espaces vides pour y mettre des ordures ou des déchets. On utilise aussi l'espace public peut-être pour organiser de manière en violation de la loi des événements familiaux ou sociaux qui peut-être font partie de la vie des individus, mais qui à un moment donné sont plus facteurs de problèmes que de bien-être. Pour faire de Dakar une ville durable, les priorités sont multiples. Il s'agit entre autres de renforcer le leadership de la ville, de promouvoir une cohérence territoriale à l'échelle de la ville. Il faut aussi mettre à niveau les infrastructures socio-économiques, éducatives et sanitaires. Il faudra aussi rendre plus efficace la gestion de la circulation et pour cela nous travaillons avec le CETUD. Il faut encadrer et tirer profit des activités informelles. C'est pourquoi la ville a quand même construit plusieurs centres commerciaux qui sont toujours inoccupés, mais je pense qu'on trouvera bientôt la solution. Il faudra aussi planifier la prise en charge des risques environnementaux et ceux relatifs aux effets du changement climatique. Comment faire tout cela? Je dirais par un dialogue efficace entre la ville de Dakar et l'autorité centrale, suivant ces différents démembrements avec qui nous travaillons. Aussi par un cadre de mutualisation des efforts et initiatives avec les communes. Beaucoup de communes ont mutualisé avec la ville. Bon, il reste quelques-unes, mais ce n'est pas encore effectif. Par une relation de transparence aussi entre la ville et les populations pour qui elle travaille. C'est la démarche donc participative que nous prenons depuis le début du mandat. Mais aussi par une relation de confiance avec les partenaires techniques et financiers de la ville au plan national et international. Mes priorités, je vais me focaliser sur le transport parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pollution au niveau du transport. Je vais me focaliser sur l'énergie parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'édifices publics et aujourd'hui, il faut essayer de les rendre autonomes, de faire que ces édifices-là ne puissent pas utiliser du fossile. Donc, on est en train de faire des efforts, mais ça reste au niveau de Dakar. Mais aussi, je vais essayer aussi de créer des microclimats à l'intérieur de Dakar, c'est-à-dire essayer de reverdir Dakar, essayer de faire de Dakar une ville verte parce que Dakar est devenue une ville béton. Voilà, maintenant, après, il y a d'autres sous-priorités. Par exemple, essayer de libérer un peu le littoral pour qu'il y ait des échanges de vent, essayer un peu de protéger ces zones où il y a des fortes affluences de vent à travers des reboisements de filao, par exemple, comme les renforcements. Voilà, donc c'est un peu ça. Renforcer, mais aussi essayer de changer la donne en allant vers une ville sobre en carbone, mais une ville aussi qui est écologiquement propre. Mais je ne peux pas aussi ne pas oublier les déchets. On ne peut pas parler de durabilité sans parler de la gestion des déchets. Une ville durable, c'est une ville qui considère les déchets comme de l'or. Alors, si je vois la dimension du genre dans l'aspect de la place des femmes dans le développement durable, je dirais qu'il faut beaucoup plus les impliquer dans tout ce qui est métier lié au bâtiment, qu'il faut aussi les écouter parce que pour beaucoup dans notre culture, c'est elles qui gèrent les foyers, donc qui déterminent un peu les besoins en matière d'habitat en matière d'habitat et de développement. Et oui, je pense que c'est dans ce sens-là.
Le bâtiment, l'architecture, c'est un secteur qui manque un peu de femmes et ça permettrait d'apporter une vision différente en fait. Comment est-ce que je vois cette prise en compte? Déjà, ce sont les femmes généralement qui éduquent leurs enfants. Donc, si dans cette éducation que la femme donne, si déjà la femme reçoit l'information, l'éducation pour le changement de comportement par rapport à ce qu'on entend par le développement durable, par rapport à ce qu'on entend par la gestion convenable des déchets, aller vers le zéro déchet, c'est des choses qu'elle va aussi inculquer à ses enfants. Donc la femme a un rôle primordial parce que c'est elle qui est la première à éduquer ses enfants. C'est elle, s'il y a un jardin dans une maison, c'est elle qui va s'en occuper. C'est elle-même qui va s'occuper de la plantation de ces choses-là. Et c'est elle qui pourra certainement avoir son mot à dire si on va vers des constructions durables, qui pourra aussi donner son avis. La femme, elle est un pilier incontournable pour nous. À travers les institutions, les collectivités territoriales, cela a été pris en compte. Mais dans la pratique, il est constaté et observé que beaucoup de choses restent à faire dans la matérialisation. Mais ce qui importe le plus, c'est qu'au niveau économique et socioculturel, qu'il y ait aussi cette pratique qui soit effective. Parce que si on considère que l'économie est portée par la plupart du temps par les femmes, surtout avec la transformation des fruits et légumes, au niveau des ménages, dans les marchés, au niveau de la prise en charge des problèmes de salubrité, nous pouvons considérer qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les villes doivent être inclusives. L'inclusivité, ça veut dire qu'il faut associer toutes les catégories socio-professionnelles et tous les sexes dans l'aménagement de la ville. D'abord, ça commence par la planification. Ça commence également dans la planification, voir quel est le pourcentage de femmes qui sont impliquées, qui sont concertées. Parce que les villes aujourd'hui sont aménagées par des hommes et pour des hommes. Donc il faudrait qu'on implique beaucoup plus les femmes et les jeunes dans l'aménagement de la ville. Deuxièmement, c'est par rapport à la gestion des services urbains, comme les déchets, comme l'assainissement. Souvent, les déchets sont gérés par les femmes. Et pourtant, quand on fait une politique de gestion des déchets, les femmes ne sont pas très impliquées. Donc, il faudrait de plus en plus impliquer les femmes dans les politiques d'aménagement. Aujourd'hui, au niveau de la direction générale de l'urbanisme, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, je pense que c'est un déclic aujourd'hui qui va être... c'est un déclic et ça va changer beaucoup de choses au niveau de nos villes. Les maires également, la plupart, c'est des hommes. Les conseillers techniques, les agents voyés, l'administration municipale est souvent composée d'hommes. Donc, souvent, c'est un peu compliqué d'impliquer les femmes dans les efforts d'aménagement. À Dakar, le développement durable urbain s'inscrit dans une démarche inclusive, car la ville s'est donné les moyens de lutter contre les inégalités de genre. À travers le Fonds de développement municipal, qui est le FODEM, nous avons lancé un vaste programme de formation pour les femmes et pour les jeunes. Ces formations donc entrent dans le processus d'autonomisation des femmes à travers l'éducation financière, l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire. Les femmes donc sont des actrices de développement, sont des actrices sociales importantes que les organismes publics doivent intégrer dans leur politique environnementale et urbaine. C'est pour cela que je considère que le développement, quel qu'il soit, ne peut se faire sans l'implication des femmes. Il faudrait que je pense aux prochaines locales que toutes les mairies soient dirigées par des femmes, pourquoi pas. En conclusion, nous pouvons retenir que ce réseau d'acteurs et d'actrices se veut être une plateforme chargée de la matérialisation d'une conscience collective croissante autour de la nécessité de développer des villes vertes et villes durables où l'inclusion sociale et la durabilité environnementale ne seront pas laissées en rade.